Germans invaded Hungary. Affecté à l'artillerie de la première DFL, Jean-Pierre Melville fait partie du corps expéditionnaire français engagé dans la campagne d'Italie. Lors d'un entretien filmé, dont des extraits sont reproduits en 2008 dans un documentaire intitulé « Sous le nom de Melville », ce dernier, devenu entre-temps le réalisateur que l'on sait, évoque cette nuit du 11 au 12 mai 1944, lors de laquelle, préludant au franchissement du Garigliano, quelques 2000 canons ont tonné sans interruption jusqu'à l'aube contre les positions fortifiées tenues par les Allemands sur la ligne Gustave. Dans ce spectacle à coup sûr grandiose et témoignant de la suprématie acquise désormais par les Alliés, Melville dit avoir éprouvé le sentiment que la guerre allait finir, que peut-être il ne serait pas tué, et que dans cette hypothèse, la première chose qu'il ferait sitôt de retour à Paris serait de rechercher un local pour installer un studio afin d'y réaliser ses propres films. Étrangement, alors que Melville a la réputation d'avoir préféré de beaucoup les tournages en studio aux tournages en extérieur, les paysages melvilliens, tels qu'on en aperçoit par exemple dans le Doulos ou dans le Samouraï, ces paysages urbains ou suburbains auront joué un rôle absolument décisif, même si je ne saurais dire pourquoi ni comment, dans la formation de mes propres goûts dans ce domaine. Quant à l'anecdote relative à la nuit du 11 au 12 mai 1944, son intérêt, loin de se limiter pour moi au cadre de la légende melvillienne, en déborde pour s'étendre à celui de ma propre légende familiale. Voilà une cinquantaine d'années, en effet, quelques jours après m'être fait casser la gueule par des marins pêcheurs à Granville, dans un contexte d'ivrognerie générale, j'ai été rendre visite à ma mère, dans l'hôpital où on venait de lui implanter un pacemaker. À son chevet, j'ai croisé mon père, et celui-ci, persuadé que je m'étais battu, au vu des contusions que je présentais, et retirant peut-être de cette circonstance, obscurément, une certaine fierté, bien que je ne lui ai pas caché n'avoir opposé à mes adversaires avant de fuir à toutes jambes une résistance de pure forme, celui-ci, me prenant de court, proposa que nous allions dîner ensemble le soir même. Dans un premier mouvement, je déclinai cette offre, prétextant que j'avais déjà contracté d'autres obligations, puis, devant son air dépité, et me rendant compte que de toute ma vie jusque-là, je n'avais peut-être pas une seule fois pris un repas en tête-à-tête avec lui, je me ravisai, je feignis de passer d'une cabine un coup de téléphone pour annuler ce rendez-vous que je n'avais pas, si bien qu'un peu plus tard, le temps de repasser par nos domiciles respectifs, nous nous étions retrouvés pour dîner, mon père et moi, dans un restaurant que ma mémoire situe près de la place Daumesnil. Par la suite, comme il est probable qu'à table nous avions déjà pas mal bu, nous avons été entretenir dans un bar de Saint-Germain-des-Prés, il me semble qu'il s'agissait de la Romerie, le climat euphorique atteint lors de l'étape précédente. Et c'est dans ce contexte que mon père, dont je peux assurer que jamais auparavant il n'avait évoqué devant nous, ses fils, le moindre souvenir, un tant soit peu glorieux de ces années de guerre, années durant lesquelles il avait servi comme médecin dans cette division où Melville faisait de son côté l'artilleur, c'est dans ce contexte que mon père, à propos de je ne sais quoi, se lança dans une description purement cinématographique, dépourvue de toute intention édifiante, de cet épisode de la campagne d'Italie. La préparation d'artillerie qui, dans la nuit du 11 au 12 mai 1944, s'était abattue sur la ligne Gustave, dont près de 50 ans plus tard, en regardant le documentaire que j'ai déjà mentionné, je devais découvrir que Melville, lui aussi, avait été témoin.